Bonjour à tous et bienvenue à la correction de la section 1.16 du livre Physique XXI mécanique par Marc Séguin. Je suis à la page 178 et je commence tout de suite par le numéro 2. Donc on a ici un axe, disons un axe X vers la droite. On dit que la particule se déplace de plus en plus vite dans le sens négatif de l'axe X. Donc ça veut dire que sa vitesse est orientée vers la gauche, mais si elle va de plus en plus vite, souvenez-vous du truc, ça veut dire que son accélération doit être dans le même sens que sa vitesse. Alors, juste en regardant ça, on est capable tout de suite d'analyser le signe de l'accélération, de la vitesse, et c'est ça la question. En A, il faut dire si la position est positive, négative ou inconnue. Ici, c'est inconnu, parce que la position, il nous donne absolument rien. OK? Donc, on ne peut pas le savoir. B, la vitesse, c'est négatif parce qu'elle pointe vers la gauche tandis que mon axe pointe vers la droite. Donc, c'est la définition de négatif. Et C, l'accélération, même chose, ça pointe vers la gauche dans le sens contraire de l'axe X, donc c'est négatif. Numéro 4. Alors, c'est des vrais ou faux, puis il faut donner un exemple si c'est vrai. Alors, en A, on dit il est possible d'avoir une vitesse dont le module est constant tout en ayant une accélération dont le module est constant et non nul. Oui, c'est vrai, tout à fait, parce que dans une trajectoire circulaire, par exemple, disons qu'on est ici, euh, on peut avoir une vitesse constante. Hein, mon objet se déplace sur le cercle à vitesse constante. Pourtant, il va quand même y avoir une accélération. Ça va être une accélération centripète parce que l'accélération centripète, ça dépend de la vitesse au carré. Donc, aussitôt qu'on a une vitesse dans un mouvement circulaire, nous avons nécessairement une accélération centripète. Donc, c'est vrai parce que c'est. Voici un exemple pour lequel c'est vrai. C'est pas vrai pour tous les exemples, évidemment, là, mais ici, ça fonctionne dans un mouvement circulaire. B. Il est possible de modifier l'orientation de la vitesse d'un objet tout en gardant son accélération égale à 0. Non. C'est faux, tout simplement parce que c'est impossible. Si tu veux changer l'orientation du vecteur vitesse, tu es obligé d'avoir une accélération. Obligé. C'est littéralement ça la définition de l'accélération centripète, c'est que ça change l'orientation de la vitesse. Donc, j'ai pas le choix. Ça me prend une accélération. Pour cette raison-là, c'est faux. Numéro 5. Bon, numéro 5, on a un graphique que vous avez sous les yeux et il faut qu'on dise à quel instant en A que la vitesse change de sens. Ça va arriver lorsque la vitesse change de signe. Hein, on se rappelle que quand une vitesse est positive, c'est parce qu'elle se déplace dans le sens de mon axe, mais si la vitesse est négative, ça veut dire que l'objet se déplace en sens contraire de l'axe. Donc, je regarde mon graphique, quand est-ce que ma vitesse change de signe? Ça a lieu à t égale à 3 secondes. C'est tout. On peut penser qu'à 6 secondes, il change de signe, mais non, parce qu'il reste négatif. Là. Tu sais, le tracé touche 0 comme vitesse, mais il ne change pas de signe à 0, il reste négatif. Donc, c'est tout. À t égale à 3 secondes. B, à quel instant le sens de l'accélération de l'objet change-t-il? Bon, OK. Là, il faut comprendre que l'accélération, c'est le taux de variation de la vitesse. Autrement dit, on regarde notre graphique et quand j'ai une vitesse qui augmente, par exemple de 0 à 2 secondes, c'est que j'ai une accélération positive. Par contre, de 2 à 5 secondes, la vitesse diminue. Donc à ce moment-là, j'ai une accélération négative. Donc, vous pouvez voir que t égale à 2 secondes, le signe de l'accélération change. Parce que ma vitesse montait, puis soudainement, elle décide de diminuer. Même chose à 5 secondes. Même chose à 5 secondes, parce que juste avant 5 secondes, la vitesse est en train de diminuer, donc accélération négative. Puis juste après 5 secondes, l'accélération devient positive parce que la vitesse monte. Et finalement, c'est aussi la même chose à 6 secondes.
Pour la même raison, juste avant 6 secondes, ma vitesse augmente, donc accélération positive, et juste après, la vitesse diminue, donc accélération négative. Numéro 6. Bon, ici, c'est de l'analyse de graphique. Donc, dans le A, on nous demande parmi les 9 graphiques, lequel représente le mieux la position Y en fonction du temps. Puis on rappelle que c'est pour un objet qu'on a lancé verticalement vers le haut. Bon, ben ici, il n'y a pas grand-chose à dire. Là. Il faut le comprendre ou on ne le comprend pas. Là. C'est le graphique A, tout simplement parce que quand on lance un objet vers le haut, hein, au début, mon objet il va aller très vite. Après ça, il va ralentir. Puis, à un moment donné, il arrive au sommet. Quand il arrive au sommet, ici, j'ai plus de vitesse. Donc, ça veut dire que j'ai atteint le sommet de ma parabole en termes de position. Et après ça, mon objet va redescendre avec des vitesses de plus en plus grandes. Okay? Donc, ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que ça forme une parabole d'un point de vue de position. Et donc, quand je regarde les graphiques disponibles ici, ben, il y a juste le graphique A qui fait du sens là, pour cette situation-là. En B, on veut la vitesse VY en fonction du temps. OK, très bien. Donc, le graphique ici qui représente ça, c'est H. Bon, il faut comprendre pourquoi H. Parce que on affiche vitesse en fonction du temps. Quand on lance un objet vers le haut, au début, sa vitesse est positive. Donc, très bien, au début, j'ai une vitesse positive. L'instant d'après, j'ai une vitesse qui a un petit peu diminué. Donc, ma vitesse a diminué. L'instant d'après, ma vitesse diminue encore. Puis, à un moment donné, je passe au sommet. Hein, comme on a dit juste avant, au sommet de la parabole, ma vitesse est égale à 0. Donc ça, c'est quand ma vitesse touche mon axe horizontal. Okay? Là, vous le voyez, là, on a déjà une droite qui diminue comme ça. Puis, après ça, qu'est-ce qui se passe? Ben là, ma vitesse devient négative parce que mon objet commence à descendre. Donc, vitesse négative. Il va de plus en plus vite tout en étant négatif. Donc, c'est pour ça que on veut une droite qui diminue, comme ceci. Et donc, c'est le graphique H. Numéro 8. OK. Donc ici, on a beaucoup de choses à calculer. Donc déjà, on comprend la situation. Là. Albert est assis, il lance une balle vers le haut, puis il se lève et il rattrape la balle. Première question en A, on cherche le déplacement. Bon, la définition du déplacement, c'est tout simple, hein? C'est ce qu'on avait appris là, à section 1.2, si je me souviens bien. Donc, déplacement, c'est delta Y qu'on appelle. C'est position finale moins position initiale. Okay? Sachant qu'Albert, quand il a lancé la balle vers le haut, sa main était à 80 cm du sol. 80 cm du sol, c'est 0,8 m. Là. Ça, c'est sa position initiale de la balle. Après ça, la balle monte, redescend et il rattrape la balle à 1,3 m du sol. Donc 1,3 m, ben, ça, c'est la position finale de la balle. Voilà. Donc mon déplacement, quand on fait le calcul, ben, ça donne 0,5 mètres. Et c'est vers le haut, hein, parce que delta Y positif, ça veut dire que ma balle au total a un déplacement vers le haut. Fait que, étant donné qu'ici, on ne demandait pas le module, ben, un déplacement, maintenant, nous, on sait que c'est vectoriel. Donc, il faut donner un déplacement sous forme de vecteur. Donc, déplacement S, c'est égal à 0,5 et c'est un déplacement en Y. Donc, on met le vecteur unitaire J, on met ça entre parenthèses, et ce sont des mètres parce que c'est un déplacement. Voilà pour le A. B, on cherche la distance parcourue. Bon, là, ça, c'est plus compliqué. Parce que la distance parcourue, il faut qu'on sache jusqu'à quelle hauteur la balle s'est rendue avant de redescendre. OK? Et ça, on ne nous la donne pas. Donc, il va falloir qu'on se creuse la tête un petit peu pour faire des équations du MUA afin de déterminer jusqu'à quelle hauteur la balle sera. OK? Donc, première chose, je vais me faire une petite liste là, comme on faisait d'habitude pour nos équations du MUA. Donc, la balle commence à une hauteur initiale de 0,8 m, finit à une hauteur finale de 1,3 m. On nous dit dans l'énoncé que ce trajet-là prend 0,5 secondes à
à se produire et on a une accélération. Bien entendu, c'est une accélération de chute libre hein, parce qu'on lance un objet verticalement. Donc, c'est moins 9,8. OK. Qu'est-ce que je veux faire avec ça? Ben, je veux tout d'abord trouver la vitesse initiale. Parce que pour savoir jusqu'à quelle hauteur la balle va monter avant de redescendre, ben, j'ai besoin de savoir avec quelle vitesse je l'ai lancé initialement. OK, ça j'ai pas le choix. Là. Sinon, je vais chercher pendant longtemps. Donc, sachant que je connais tout ça et que je cherche VY initial, je choisis une équation du MUA. Dans mon cas, je vais choisir la deuxième équation du MUA, qui est celle-ci. Voilà. Dans cette équation-là, mon seul inconnu, c'est VY0. Donc, c'est pour ça que je l'ai choisi. Donc, allons-y, on remplace 1.3, 0,8, plus VY0 qui est mon inconnu, le temps de 0.5 secondes, moins 9.8 divisé par 2 fois 0.5 secondes à la 2. Donc, je vous épargne les détails. On isole la vitesse initiale de lancer. Ça donne 3,450 mètres par seconde. Très bien. Maintenant que j'ai ça, là, je peux venir trouver la hauteur maximale de la balle. Autrement dit, la hauteur maximale, c'est comme si je cherche le Y final, le nouveau Y final. Là. OK, là, dans le fond, ça, c'était ma première étape. Ma deuxième étape, je refais une équation du MUA, mais là, je vais comme diviser mon mouvement en deux. Je vais regarder jusqu'à quel Y maximal, donc autrement dit, jusqu'à quelle hauteur finale est-ce que je me rends. Et mon critère pour trouver ça, ce Y maximum-là, c'est de dire à quelle position, autrement dit, est-ce que ma vitesse devient égale à 0? Ben oui, parce qu'au sommet d'une parabole, quand on lance un objet vers le haut, sa vitesse en Y devient momentanément 0. Okay? Et c'est mon critère. Sinon, le reste des paramètres restent les mêmes. Okay? Donc, moi, je vais utiliser la quatrième équation du MUA. Voilà. Comme ceci. Et on remplace. Vitesse finale, je veux que ce soit 0. Vitesse initiale, c'est ce que je viens de trouver. On est en Y, là. Donc 3,45 au carré, plus 2 fois l'accélération de moins 9,8. Y max, c'est mon inconnu. Y initial, c'est 0,8. Ça n'a pas changé. Donc, on isole Y max et on obtient 1,407. OK. Mais là, c'est même pas fini, là, parce qu'on se souviendra que je cherche la distance parcourue. Bon. Mais là, ma distance parcourue, je vais faire un petit schéma, là, juste pour que ce soit plus clair. Là. La balle a commencé à une hauteur de 0,8. On l'a lancé comme ça. Donc là, la balle monte, monte, monte. Et là, quand elle arrive au sommet de la trajectoire, nous, on vient de trouver qu'on s'est rendu à 1,407 mètres. Et après ça, on nous dit, Albert a rattrapé la balle ici à 1,3 mètres. OK? Fait que la distance parcourue, on se souviendra que c'est l'addition en valeur absolue de tous les déplacements. OK? Donc, autrement dit, la balle a monté de 0,8 jusqu'à 1,407. On pourrait voir ça comme un premier déplacement. Mais après ça, la balle a redescendu jusqu'à 1,3. Et donc, la distance parcourue, pardon, ça va être l'addition en valeur absolue de ces deux déplacements-là. Donc, ma distance parcourue, comment je fais pour la trouver? Ben, mon premier déplacement, c'est 1,407 moins 0,8. Hein? Ça, dans le fond, ça me donne là, la distance que j'ai faite en montant ici, là. La grosse flèche comme ça. OK? Je vais additionner cette distance-là à la distance parcourue quand j'ai redescendu. La plus petite flèche ici. Et donc, pour trouver cette distance-là, ben, je fais encore une petite soustraction. C'est 1,407 moins 1,3. Et donc, on fait le calcul. Ça nous donne la réponse 0,7143 mètres. Voilà. C'est maintenant. On demande la vitesse moyenne. Bon, ben là, ça va être drôlement plus court parce que c'est juste d'appliquer la définition. La vitesse moyenne, on sait que c'est le déplacement divisé par
l'intervalle de temps. Le déplacement, souvenez-vous qu'on l'a trouvé en A. On avait trouvé 0,5. Puis le temps qui s'est écoulé, ben, c'est 0,5. Donc ça donne 1 mètre par seconde. Mais ici aussi, on nous demande de déterminer le vecteur vitesse moyenne. On ne nous a pas demandé le module. Si on avait dit quel est le module, ben là, on se serait arrêté là. 1 mètre par seconde. Mais là, on demande de déterminer la vitesse. Et la vitesse, c'est un vecteur. Alors, il faut juste l'écrire sous forme vectorielle. Donc, ma vitesse moyenne, ça s'écrit comme ça. C'est une vitesse en Y positive de 1 mètre par seconde. Donc, on va écrire 1 J et c'est une vitesse, donc c'est des mètres par seconde. Voilà, c'est la réponse à laquelle on s'attendait. D. On cherche la vitesse scalaire moyenne. Vitesse scalaire moyenne, c'est la distance parcourue divisée par l'intervalle de temps. Distance parcourue, on l'a trouvé au B. On avait trouvé ici 0,7143 divisé par l'intervalle de temps qui est le même. Là, c'est encore l'intervalle de temps de 0,5. Donc, on fait le calcul. On obtient 1,429 mètres par seconde. Une vitesse scalaire moyenne, ce n'est pas un vecteur. Jamais. C'est un scalaire. C'est pour ça qu'on appelle ça vitesse scalaire moyenne. OK? Donc, on ne peut pas faire plus que ça. Il n'y a pas d'autre chose à écrire parce que ce n'est pas un vecteur de toute façon. L'accélération moyenne. Bon, ben écoutez, là, il faut y réfléchir un peu. Ça ne se calcule pas. Quand on lance un objet vers le haut, dans les airs, c'est quoi son accélération? C'est une chute libre. Donc, il y a une accélération de moins 9,8 mètres par seconde carré vers le bas. C'est tout. Donc, moins 9,8 J mètres par seconde carré. Voilà. Aucun calcul. Là, il fallait le savoir. Mais pas fallait le savoir, il fallait le comprendre. Il ne fallait pas tomber dans le panneau et essayer de calculer quelque chose. 1.16.10 maintenant. OK, donc on a un veau qui est poursuivi par un cowboy. On va se faire déjà un petit schéma pour qu'on arrive à bien comprendre qui est situé où et on s'en va où avec ça. Donc, mon axe en X. Supposons que mon veau est ici, dans le centre. Il commence à la position 0. On nous dit que le cowboy est 100 mètres en arrière. Donc, ça veut dire que le cowboy va être à moins 100 en arrière. Donc, je vais appeler ça le cheval. Okay? Les deux se déplacent vers la droite initialement avec une vitesse initiale qui est égale à 15 mètres par seconde. Un peu plus tard, le veau va être rendu, on ne sait pas où, mettons ici. Je vais appeler cette position-là D. Je ne connais pas D, c'est ça qu'il faut qu'on détermine. Le veau va être rendu là, à sa position finale. Pour rattraper le veau, le cowboy a un lasso de 5 mètres. Donc ça veut dire que le cowboy, pour l'attraper, il doit se rendre juste en arrière du veau à une distance de 5 mètres. Donc le cowboy devra être à la position D-5. On a enlevé 5, parce qu'il faut qu'il soit à 5 de moins que D. Donc D-5. Voilà. Donc ça me donne les positions initiales et finales de mes deux objets. OK? Donc, allons voir le veau. On a un MUA à écrire pour le veau, puis on en a un à écrire pour le cheval, bien entendu. Donc, le veau, il a une vitesse initiale de 15. On dit qu'il ralentit, donc il a une accélération de moins 0,2. Faut que son accélération soit négative, parce que si sa vitesse est positive, puis que je veux qu'il ralentisse, il faut que je lui mette une accélération négative, de sens contraire de la vitesse. C'est ça la logique. La position initiale du veau, c'est 0. La position finale du veau, c'est D. Avec ça, je vais aller écrire la deuxième équation du MUA. Mon veau finit à la position D, commence à 0, vitesse initiale de 15, temps t, plus 1/2 fois moins 0,2 fois t carré. Bon. Si je réduis ça, j'obtiens D égale à 15t moins 0,1 t carré. Voilà. Là, j'ai deux inconnus là-dedans. J'ai D et T. Donc, il va falloir que j'aille faire
ma deuxième équation du MUA, celle qui s'applique au cheval, afin d'avoir deux équations pour solutionner les deux inconnus. Donc le cheval, lui, on a dit que sa position initiale, c'est moins 100. Sa position finale, c'est D moins 5. Il commence aussi à la même vitesse, 15, mais on dit que lui, il court à vitesse constante. Donc ça veut dire qu'il n'a pas d'accélération. Voilà. Même chose, on applique la deuxième équation du MUA pour lui aussi. Position finale des moins 5, initiale moins 100, vitesse initiale 15, T. Et le troisième terme vaut 0 parce que, comme j'ai dit, je n'ai pas d'accélération. OK, très bien. Donc, si je simplifie ça, je vais envoyer le moins 5 là, qui est à gauche, je l'envoie du côté droit. Donc, il me reste D égale à moins 95 plus 15T. J'ai fait plus 5 de chaque côté pour annuler le côté gauche. Très bien. Et là, ce que je vais faire, c'est de la comparaison parce que je veux que cette première équation-là soit la même chose que cette deuxième équation-là parce que toutes les deux, c'est D. Donc, on va dire, première équation, là, oups, pardon, chapitre 1, 15T moins 0.1 T carré égale à moins 95 plus 15T. On isole T. Je vous épargne les détails. Ça va assez bien ici, là, parce que les 15T de chaque côté peuvent s'annuler. Fait qu'il reste juste moins 0.1 T carré égale à moins 95. Là. Donc, on isole T, on trouve 30,82 secondes. Très bien. Donc là, ah, c'est tout. On ne cherchait pas la distance. On ne cherchait pas la position. C'était seulement combien de temps. Bon, ben très bien. Voici la réponse. 30,82 secondes. Numéro 13. OK, ça, c'est un problème en deux étapes. Première étape, il y a Albert qui fait tourner la corde au-dessus de lui comme une fronde. Là. Et donc, ça fait un cercle. Ça fait une trajectoire circulaire. Et on nous dit que la pierre fait 15 tours en 10 secondes. Donc, ça, dans le fond, ça nous donne une information de vitesse initiale de la première phase là, de la pierre. Okay? Donc, sa vitesse initiale, on dit 15 tours en 10 secondes. 15 tours, ça veut dire 15 fois la circonférence, donc 15 fois 2 pi r. Le rayon, c'est 1,4. Donc, on fait 15 tours en 10 secondes. Donc, on fait cette distance-là divisé par 10. Ça donne donc 13,19 mètres par seconde. Bon. Et ça, finalement, c'est la vitesse de parcours sur le cercle. OK? Donc, la première étape, c'était essentiellement juste ça. C'était de trouver la vitesse à laquelle se déplaçait la pierre. La deuxième étape, bien là, c'est de comprendre que la vitesse qu'on a trouvée dans la première étape va devenir ma vitesse initiale en x. Je vais inverser les indices. Là. Vitesse en x initiale égale 13,19. Pourquoi? Bien, c'est parce que, comprenez bien là, que lui, il fait tourner la pierre au-dessus de lui et au moment où il lâche la pierre, bien, la pierre, elle se déplace avec la vitesse de 13,19. Et quand il la lâche, la pierre, bien là, ça va devenir une parabole, un mouvement de chute libre à deux dimensions. La pierre va donc partir avec une vitesse horizontale de 13,19, puis après ça, on fait une parabole, puis voilà, on va atterrir un peu plus loin. OK? Donc, c'est pour ça que ça devient ma vitesse initiale en X. Ça veut dire que ma vitesse initiale en Y, ben, c'est 0 parce qu'il l'a lâché. Oh, pardon. Il l'a lâché initialement horizontalement. Donc, pas de vitesse en Y. Autre chose, qu'est-ce que je connais? Ben, je connais la hauteur initiale, ou plutôt le Y initial de la pierre. On était à une hauteur initiale de 2 mètres. On va atterrir au sol, donc le Y final, c'est 0. Nous avons une accélération en Y qui est bien entendu de moins 9,8. Je peux poser que ma position initiale en X, c'était 0. Et je cherche ma position finale en X. C'est ça qu'on cherche. Hein? Quelle distance horizontale? Donc, je cherche une distance en X qui a été parcourue. Très bien.
Donc là, j'ai deux inconnus parce qu'il y a aussi le temps que je ne connais pas, mais heureusement, je vais pouvoir écrire deux équations, une en x, une en y, afin de trouver mes deux inconnus. Donc je vais commencer par le faire en y, ça va me permettre de venir trouver le temps. Oups, y initial. OK, 0 égale 2, plus la vitesse initiale en y, c'était 0 qu'on avait dit, moins 9,8 divisé par 2 fois t carré. Donc, voyez-vous, mon seul inconnu ici, c'est t. On l'isole, ça va assez vite. On trouve 0,6389 secondes. Ensuite, une équation en x. Voilà. Bon, je ne l'ai pas écrit dans la liste, là, mais je n'ai pas d'accélération en x, hein, comme on est habitué dans une chute libre en deux dimensions. Seulement de l'accélération en y. Donc, je cherche mon x final. Vitesse initiale en x, ça c'est mon 13,19 de tantôt, fois le temps t que je viens de trouver, 63,89. Le troisième terme vaut 0 parce que je n'ai pas d'accélération en x. Donc, ce qui me permet de trouver la valeur de x. Donc ça, c'est la distance finale parcourue par la pierre avant qu'elle touche le sol. Très bien. Numéro 15 maintenant. OK. Bon, numéro 15, c'est encore un problème en plusieurs étapes. Première étape, c'est la petite voiture téléguidée qui monte une planche comme ça, qui a une grandeur de 3 mètres. OK? Donc ça veut dire que initialement, la voiture, elle commençait ici avec un X initial, que je peux dire que c'était égal à 0. Puis vous voyez que j'ai incliné mon axe X comme est inclinée la planche de bois. OK? On nous dit que le madrier est incliné à 30 degrés par rapport à l'horizontale. Donc, j'ai incliné mon axe X comme la planche de bois. Ça me permet d'avoir un mouvement en une dimension pour cette première étape-ci, du moins. La première étape va se terminer quand la voiture arrive au bout de la planche de bois, c'est-à-dire à la position finale de 3 mètres. Parce que le madrier a une grandeur de 3 mètres. On dit dans l'énoncé que la voiture démarre. Si la voiture démarre, ça veut dire que sa vitesse initiale, c'est égal à 0. Et pour la suite de mon problème, je vais avoir besoin de savoir, rendu au bout du madrier, là, la voiture est rendue avec quelle vitesse finale. Pourquoi c'est important de savoir ça? Ben, c'est parce qu'il faut savoir, la voiture, à quelle vitesse elle va sauter dans les airs rendue au bout. Hein? Parce que c'est ça qui va arriver. Quand elle est rendue au bout de la planche de bois, ben là, elle va entamer une chute libre en deux dimensions, donc elle va faire une parabole. Mais donc, pour savoir quelle distance totale elle va parcourir horizontalement, ben, il faut tout d'abord venir trouver quelle est la vitesse finale de la voiture quand elle arrive à l'extrémité là, du madrier. C'est ça qu'on va faire. OK? Donc, avec les petites données que j'ai écrites ici, ben déjà, j'ai fait ma liste, là, finalement. J'ai oublié une autre chose. J'ai une accélération. OK? J'ai une accélération dans la direction de mon axe X, qui est ma planche de bois, encore une fois. On nous la donne dans l'énoncé, là, c'est 2 mètres par seconde carré. Voilà. Donc, je vais utiliser une équation du MUA, la quatrième. Vitesse finale carrée est égale à vitesse initiale carrée plus 2 fois l'accélération fois le déplacement. Finale, c'est ce que je cherche. Initiale, c'est 0 parce qu'elle démarrait. 2 fois l'accélération de 2. Position finale de 3. Position initiale de 0. On isole vitesse finale. On trouve 3,464 mètres par seconde. Voilà. Première étape de fait. Deuxième étape. Là, il faut comprendre que cette vitesse-là, hein, si je reviens sur mon schéma de la première situation, là, comprendre que cette vitesse-là, elle est orientée dans la même direction que mon bout de bois. Hein, ben oui, la voiture se déplace sur le bout de bois, donc elle a une vitesse dans la même direction. Et cette vitesse-là, nous devrons la décomposer en X et en Y, parce que cette vitesse-là va devenir les vitesses initiales et finales, les vitesses initiales en X et initiales en Y de la chute libre en deux dimensions. Donc, ce que je veux faire, ben, c'est décomposer ma vitesse initiale
dans sa composante en X et dans sa composante Y. Voilà. Et donc, pour faire ça, ben, je sais que l'inclinaison, c'est 30 degrés parce que j'étais incliné comme mon bout de bois. OK? Et ma vitesse, ben, je l'ai trouvée à la première étape, c'est 3.464. Donc, je peux trouver Vx. Ça va être 3.464 fois cos de 30. Et Vy sera 3.464 sin de 30. Bon, on fait le calcul de ça. Là. Vx, ça va donner 3. Vy, ça va donner 1.732. OK, très bien. Là, maintenant, on va pouvoir commencer la troisième étape. Bon, troisième étape, dans le fond, c'est de comprendre que on est dans une chute libre en 2 dimensions et que les vitesses Vx, Vy que je viens de trouver là vont devenir finalement mes vitesses initiales en X et en Y. C'est les vitesses initiales de la chute libre, bien entendu. Okay? Donc, je vais me faire une petite liste de MUA, là, comme on a l'habitude de faire. Donc, allons-y en Y en premier, tout simplement parce qu'en Y, je vais pouvoir trouver le temps. Un peu comme on a fait au problème précédent, là, numéro 13. Okay? Donc, je commence par le faire en Y. Donc, la hauteur initiale. Ah oui, ça aussi, c'est important. La hauteur initiale, on ne la connaît pas techniquement encore, mais on peut la calculer. C'est 3 fois sin de 30. Ça donne 1.5. Comment ça, 3 fois sin de 30? Ben, revenons à mon étape 1, mon madrier, là. Je peux former un triangle avec mon madrier. L'hypoténuse de mon triangle, c'est ça ici. Ça a une distance de 3. Et moi, je veux savoir la hauteur de mon triangle. Bon, ben, pour trouver la hauteur de mon triangle, je décompose mon hypoténuse avec l'angle de 30 degrés. Donc, 3 sin de 30, ça me donne la hauteur du triangle, qui est ma hauteur en Y initiale. Voilà. Je veux un Y final qui est égal à 0 parce que je m'intéresse au moment où la voiture retombe sur le sol. Voilà. La accélération de chute libre, c'est classique, c'est moins 9.8 mètres par seconde carré. Et je viens de trouver, comme on disait, la vitesse initiale en Y qui est 1.732 mètres par seconde. Voilà. C'est ce que j'ai de besoin. Et ici, je cherche le temps. Donc, je regarde mes équations du MUA. On va utiliser la deuxième. Ça, c'est très semblable, encore une fois, au numéro 1.13. 1.16.13, pardon. Vitesse initiale. Voilà. OK. Hauteur finale, c'est 0. Initiale, c'est 1.5. Vitesse initiale, 1.732. Le temps t, c'est mon inconnu. Moins 9.8 sur 2 fois t carré. Bon, ici, c'est une quadratique. Vous pluguez ça dans votre calculatrice ou vous le calculez au long, peu importe. Vous obtenez un seul temps possible parce que l'autre temps est négatif. Là, je suis désolé, je ne l'ai pas inscrit sur ma feuille, mais il va avoir seulement un temps de possible. Là. C'est le temps positif, bien entendu. 0,7576 secondes. OK, très bien. Je prends ce temps-là et maintenant, je m'en vais faire la même chose en X. Je vais me faire ma petite liste. Ma position initiale en X, je peux supposer de base que c'est 0 quand je suis dans ma situation de chute libre. Là. Position finale, c'est ce que je cherche. C'est ce que je cherche, mais je vais l'appeler D, juste pour pas que je mélange dans mes distances. AX, ben j'en ai pas, hein? Pas d'accélération dans cette dimension-là. Je connais le temps, je viens de le trouver, je ne le retranscrirai pas. Ce que je cherche réellement, là, c'est ma position finale X égale à D. Et aussi, j'oublie pas que j'avais trouvé une vitesse initiale en X juste avant là, qui valait 3. OK, très bien. Ça, c'est ma liste de données. Et je cherche X. Je connais le temps. Je vais encore une fois utiliser la deuxième équation du MUA parce qu'on verra que mon seul inconnu, dans le fond, là-dedans, c'est X. Vitesse X initiale fois le temps T, une demi. Accélération X, t carré. OK, T égale 0. Plus 3 fois le temps de 0.7576 plus le troisième terme vaut 0. Donc la distance D qui a été parcourue seulement dans la chute libre. Donc distance horizontale parcourue, ça donne 2,273 mètres.
Mais ce n'est pas la réponse, parce que la question, c'était quelle est la distance horizontale totale parcourue? Moi, je viens de trouver D. Et mon D, dans le fond, c'était après le madrier, là. C'était ça, le D que j'ai trouvé. Mais nous, on veut la distance totale parcourue. Donc, il faut que j'ajoute à ça la base de mon triangle formé par le madrier ici. Et cette base-là, ben, ça va être 3 fois cos de 30. OK? Et donc, c'est comme ça que je vais obtenir le delta X total. Donc, celui-là parcouru au total depuis le début. Ben, je vais le retranscrire ici. Là, c'est 3 cos de 30 plus le D que je viens de trouver, 2,273. On fait le calcul, ça donne 4,87 mètres. Et c'est notre réponse. 1,16,18. OK. Bon. Là, on a deux graphiques qu'il faut qu'on complète et il faut qu'on s'arrange pour que ça fonctionne. Okay? Pour que les deux soient cohérents l'un avec l'autre. Je vais commencer par mon graphique de vitesse. Je vais essayer de le retranscrire du mieux que je peux, là. Et on a 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ouais. OK. Et là, le graphique qui nous est donné. Le graphique qui nous est donné commence ici. Puis il fait ça comme ça. C'est tout ce qu'on a. Mais par contre, si on regarde le graphique de position en fonction du temps, première chose importante qu'on peut remarquer, c'est que de 0 à 1 seconde, la position n'a pas bougé. Hein, la position est restée à 0. Donc, si la position est restée à 0 pendant la première seconde, cela veut dire que ma vitesse pendant la première seconde est restée nulle. Donc, ce que je fais en rouge, là, c'est le tracé qu'on rajoute sur le graphique qui est déjà connu. Là. Ce que j'ai tracé en noir, c'est déjà connu. Donc, ça, c'est une information importante parce qu'on sait que dans la première seconde, il n'y a pas de vitesse. Ensuite, on sait que de la seconde 1 à la seconde 3, la position a augmenté comme une parabole. Si la position augmente comme une parabole, ben, on sait que la vitesse doit augmenter comme une droite linéaire. Donc, je sais qu'à la seconde 1, je suis à une vitesse de 0 et je sais qu'à la seconde 3, je suis à une vitesse de 2. Entre les deux, tout ce que j'ai à faire, c'est de relier les deux points. Mais les deux points, on ne peut pas les relier n'importe comment. Il fallait juste comprendre qu'on peut les relier par une droite. Parce que la position varie comme une parabole. Voilà. Okay? Donc ça, c'est fait. Ensuite, pour compléter le graphique de position en fonction du temps, que je vais faire juste en dessous. Bon, là, c'est certain que c'est à la main levée, là, fait que ce ne sera pas parfait, là. Donc, en noir, 1, 2, 4, 5. On a un tracé qui commence ici à 0, 0. Pendant la première seconde, il n'y a rien. Puis ensuite, on augmente comme une parabole à peu près là, jusqu'ici. Là, à peu près. Là. Oh, je l'ai fait trop augmenter. Là. Mettons comme ça. OK? Puis ici, on est à une hauteur de 2. Position de 2. OK. Puis là, il faut qu'on complète donc de 3 à 4 secondes. Pour faire ça, là, on va aller voir ce qui se passe sur mon graphique de vitesse. Parce que souvenons-nous que quand on a un graphique de vitesse et que je veux trouver la position, je dois faire des aires sous la courbe. OK? Donc là, je vais faire des aires sous la courbe de la seconde 3 à 4 et de la seconde 4 à 5. Donc, ma première seconde, je vais l'appeler la zone 1. Je fais l'air sous la courbe. Et ma deuxième seconde, je vais l'appeler la zone 2, où est-ce que je vais faire aussi l'air sous la courbe. Je vais le faire ici. L'air de la région 1, on voit que c'est un rectangle qui a une base de 1, une hauteur de 2. Et
Je sais que l'air sous la courbe de la vitesse donne le déplacement. Le déplacement, c'est la position finale. Excusez mon chien qui fait du bruit. Donc, position finale moins position initiale. Donc, 2 égale. Position lorsque t égale à 4, je ne sais pas, c'est mon inconnu. Position lorsque t égale à 3, on le connaît. Si on regarde mon schéma, on voit qu'à t égale à 3, ma position, c'est 2. Donc, c'est 2. Ça veut dire que ma position lorsque t égale à 4, pardon, ça donne 4 mètres. Donc, vis-à-vis t égale à 4, position x, c'est 4. Les 2 points qui sont là, il faut que je les relie par une droite linéaire. Comment je le sais? C'est parce que de la seconde 3 à 4, ma vitesse est constante. Vous voyez, ici, là, on a fait un plateau. Si j'ai fait un plateau de la vitesse, ça veut dire que ma position varie comme une droite linéaire. C'est pour ça que je les ai reliés par un bout de droite et non pas un autre parabole. De la seconde 4 à 5, maintenant, mon aire sous la courbe, c'est un triangle, base de 1, hauteur de 2, mais c'est un triangle, donc on divise par 2. Et encore une fois, c'est égal au déplacement, donc position finale, donc x5 autrement dit, moins position initiale qui est x4. Donc 1 égale à la position x5 que je cherche, moins la position x4 que j'ai trouvée juste avant, c'est 4. Donc ma position x5, ben, ça donne que c'est 5 mètres. Donc vis-à-vis 5, on met 5 mètres. Voilà. Et là, les 2 derniers points, de 4 à 5, on ne peut pas les relier par une droite. Non. Il faut que ce soit une parabole. Ouais, on va le faire mieux que ça. Parabole, comme ça. C'est une parabole parce que si je regarde mon graphique de vitesse en fonction du temps, ici, vous voyez que la vitesse est en train de diminuer. Si la vitesse diminue, ça veut dire que le taux de variation de ma parabole doit diminuer de plus en plus. Et souvenons-nous que quand la vitesse est égale à 0, on arrive au sommet de la parabole. Et c'est bien ce qu'on voit quand on arrive à la seconde 5. Ma vitesse égale à 0 et je suis rendu au sommet de ma parabole. Et voilà. OK. Un petit dernier. 1.16.20. Donc, on a lancé une bille sur une trajectoire circulaire. Puis, on nous dit, quand on lance la bille, ça va être ma première étape, là, parce qu'on doit faire plusieurs étapes dans ce problème-ci. Quand on lance la bille sur la piste, on observe une accélération centripète qui est égale à 2 mètres par seconde carré. Mais je sais qu'une accélération centripète, selon la feuille de formule, c'est égal à V carré sur R. OK? Et ça, c'est au moment où j'ai lancé la bille. Autrement dit, ça va me donner la vitesse initiale de la bille. Hein? Le problème commence quand je lance la bille. Donc, c'est ma vitesse initiale. Et je peux l'isoler, cette vitesse initiale-là. Parce que j'ai 2, qui est égal à la vitesse initiale au carré, divisé par le rayon de la trajectoire, qui est 80 cm. N'oublions pas de mettre ça en mètres, 0,8. Donc, on isole vitesse initiale. On obtient 1.265 mètres par seconde. Dans l'énoncé, on nous dit que ça prend 4 secondes pour parcourir un tour. Donc, position initiale, 0. Position finale, j'ai parcouru un tour de cercle. Donc, c'est une fois la circonférence. 2 pi fois le rayon de 0.8. Ça donne 5.027. Mon accélération tangentielle, elle est inconnue. Et c'est ça la première chose qu'il faut qu'on fasse. On va déterminer l'accélération tangentielle de mon mouvement avant d'aller répondre à la question finale. Parce que sinon, on a trop d'inconnus d'un coup. Okay? Donc, avec ma petite liste de paramètres, et je regarde mes équations du MUA, je vais utiliser celle-ci, la deuxième. On va le tenter, plus une demi. Accélération, t carré. Souvenons-nous que quand vous utilisez une équation du MUA, l'accélération que vous pluguez dans le A ici, là, c'est seulement l'accélération tangentielle. Hein, l'accélération centripète nous a servi uniquement à trouver la vitesse initiale du mouvement, en fait. Donc, 5.027 égale 0. Vitesse initiale de 1.265. Je cherche le tenter. Plus une demi. Accélération tangentielle.
Oups, je connais ça. Non, je cherche, pardon. Ah oui, oui, c'est ça, je connais le temps, excusez-moi. Tenter, c'est 4. 4 à la 2. Voilà. Accélération tangentielle, donc je trouve moins 0,004125 mètres par seconde carré. OK, très bien. Je peux mettre ce résultat-là de côté et je m'en vais répondre maintenant à la question. Parce que là, j'ai ce qu'il faut. On me demande combien de tours supplémentaires va faire la bille avant de s'arrêter. Donc, c'est pour ça que j'avais besoin de l'accélération tangentielle, parce que je veux savoir à quel rythme sa vitesse diminue. Puis je sais qu'elle s'arrête quand sa vitesse finale égale à 0. Mais pour savoir combien de tours qu'elle va parcourir, ben, j'ai besoin de savoir à quel rythme elle ralentit. C'est bien important de savoir ça. Donc, petite liste pour ma deuxième étape. Bon, ben là, j'ai trouvé mon accélération tangentielle. Moins 0,004,125. Très bien. Position initiale, c'est 0. Je recommence mon mouvement du tout début, là, comme si je recommençais là, à x0 qui est égal à 0. Position finale en x, là, c'est mon inconnu. Je veux savoir quelle position, quelle distance elle aura parcouru. Après ça, je transformerai ça en nombre de tours. Ma vitesse initiale, bon, ben c'est celle que j'avais trouvée tantôt, 1.265. Et je sais que ma vitesse finale doit être égale à 0, parce que je veux savoir combien de tours on parcourt avant de s'arrêter. Mais là, ici, faites attention, on ne connaît pas le temps. On n'en aura pas de besoin, mais on ne connaît pas le temps. Parce que le temps qu'on a trouvé dans la première situation, c'était le temps pour faire un tour. Mais jusqu'à temps qu'elle s'arrête, on ne sait pas il y a combien de temps qui s'est découlé. Là. Okay? Donc, on ne peut pas considérer qu'on connaît le temps. Sachant ça, si je ne connais pas le temps et que j'en ai pas de besoin, ça nous indique d'utiliser la quatrième équation du MUA. Vous pouvez voir, c'est l'équation qui n'a pas de temps à l'intérieur. Donc, vitesse finale 0, vitesse initiale 1.265, on n'oublie pas de le mettre au carré, plus 2 fois moins 0.0014, non, pardon, 4125 fois le déplacement total, x qui est mon inconnu, x0, on avait mis 0, voilà. Donc mon inconnu ici, c'est x final, toute la distance qui a été parcourue. On trouve 193,97. Bon, j'aurais peut-être pu arrondir à 4 chiffres, mais enfin, mieux vaut être plus précis que pas assez. Donc, ça c'est ma distance. Mètres. Très bien. Moi, je veux le nombre de tours. Pour trouver le nombre de tours qui a été fait, ben là, je devrais diviser ma distance par la distance de un tour. Un tour, c'est une circonférence. 2pi fois 0.8 égale 38,6 tours. Par contre, je reviens sur la question, un petit détail qu'il faut pas qu'on oublie à la fin. La question dit combien de tours supplémentaires fera-t-elle avant de s'arrêter? Mais là, on avait déjà fait un tour dans la première étape. Là. Hein, ici, là, ça, là. On avait déjà fait un tour, en fait. Donc, dans mon total de 38,6 tours, il faut que je soustrais mon 1 tour que j'avais déjà fait. 38,6 moins 1 égale 37,6 tours supplémentaires. Voilà, c'est tout. 37,6 tours supplémentaires parcourus avant que la bille s'arrête.